Hop là. Allez, Armand, au travail. Comment ça au travail? Tu vois bien que je travaille, Makora. Ouais, mais c'est pas la musique qui va faire pousser nos légumes, hein. Nos légumes? Tu veux dire que tu veux faire pousser des légumes dans notre salon? Je vais me gêner. Sérieusement? Allez, calme-toi. Je vais simplement faire des semis. Pour commencer un jardin biologique, il faut prendre des petites graines et les mettre dans un bac comme celui-là pour qu'elles puissent se développer à l'abri. Et ça s'appelle une pouponnière. Tu veux dire une pépinière? Ouais, mais c'est la même chose. Et qui t'a donné cette excellente idée? Je parie que c'est encore le baobab de la télé. Depuis qu'il est là avec son émission, elle est devenue une hystérique de l'environnement. C'est faux. Bob le baobab n'a rien à voir avec mes expériences, hein. C'est là-dedans que j'ai trouvé ça. Guide pratique du jardinage biologique. Exactement. Écoute ça. Intérêt de jardiner biologiquement. Une alimentation à bas prix, saine et équilibrée, c'est primordial. Un apport en vitamines et en sels minéraux. Pour des végétariens comme nous, ça compte, hein. Végétarien comme qui? Ah, je t'ai pas dit. Plus de viande dans cette maison, hein. L'autre jour, quand tu as tenté d'assassiner cette malheureuse poule, j'ai pris une décision. On ne peut pas continuer à se comporter comme des tortionnaires sanglants. Bon, je continue. Le jardinage biologique, c'est aussi un passe-temps agréable et instructif. C'est-à-dire que tu pourras enfin faire quelque chose de tes 10 doigts. Tu pourras même planter des calebasses, hein, pour fabriquer des instruments de musique. Et moi, je te tresserai de belles cordes en raffia pour remplacer le vulgaire nylon que tu utilises. Je t'interdis de toucher à Makora. Tu manques vraiment d'audace, hein? Moi, ce que je te propose, c'est un nouveau son, un nouveau concept. La World Vegetal Music. Vegetal Music. Parfaitement. En combinant une alimentation naturelle et des instruments végétaux, tu pourrais lancer le dombolo écolo, le rapocard drapé, la macarena macaroni. Moi, je préfère le raga au ragout. Avec un jambé au jambon. Bon, tu devrais me défendre, puisque tu appartiens au règne végétal. Tu devrais soutenir la cause des végétariens. Surtout pas. Que font les végétariens avec les végétaux? Il les mange. Et tu crois que c'est agréable de se laisser manger? Mais je ne parlais pas seulement de manger. Je parlais aussi de créer une musique végétale. Si j'ai bien compris. Mes feuilles et mes fruits ne vous suffisent pas? Vous voudriez aussi mon tronc pour en faire un djembé? Bonne idée, je n'y avais pas encore pensé. Histoire. Je suis un fils de petit gros. How can a crocodile be fawn? Tu verras un baobab gris. Vous voyez? Pas besoin de me couper pour faire de la musique avec mon tronc. Ça, c'est de la vraie World Vegetal Music. Bravo Bob. Toi au moins tu me comprends. Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Sur les montagnes. L'air pur des montagnes. Oh, et question d'air pur, tu vas être servi. Car nous partons à la découverte des montagnes d'ordures produites par la ville d'Abidjan. La capitale ivoirienne déverse ses déchets à proximité d'un village dont les habitants ne sont pas tous entièrement satisfaits. Toujours en Côte d'Ivoire, pour souffler un peu, nous irons visiter le parc national d'Azani, où nous constaterons que pour conserver la nature, il ne suffit pas de placer des gardiens tout autour. Nos conteurs, chanteurs, comédiens rapporteront la légende de la fontaine merveilleuse dont l'eau limpide devint un jour fétide. Et pour finir, Kofi le taximan apprendra comment le sage Baba Oulou inflige un juste châtiment aux destructeurs de l'environnement. Mais tout de suite, de l'air pur pour Armand. Abidjan,
capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ces 3 millions d'habitants produisent chaque jour des milliers de tonnes d'ordures ménagères. Mais Abidjan est une des rares villes d'Afrique où il existe un système organisé de collecte des ordures. Les éboueurs ramassent près de 800 000 tonnes de déchets chaque année. Quelle est leur destination finale? Notre reporter Bonnie Cabier les a suivis. Ici, nous sommes en pleine décharge, la grande décharge d'Abidjan. On y déverse tous les jours 2000 tonnes d'ordures. Et au milieu de ces ordures, il y a donc des gens qui viennent récupérer ces ordures pour les revendre en ville. Derrière moi, vous avez tout juste une nappe d'eau dans laquelle des récupérateurs travaillent et récupèrent des éléments pour aller revendre en ville. Alors, la décharge est très énorme et vous le voyez derrière moi. Des mouches m'embêtent même, ne me permettent pas de très bien parler. Et vous comprenez qu'il est difficile de vivre dans ces conditions. On découvre que les ordures des Abidjanais, qui s'étendent sur plus de 150 hectares, se trouvent à quelques pas du village d'Akouedo. En fait, Akouedo est depuis plus de 30 ans la poubelle d'Abidjan. Au début, les détritus étaient versés à plusieurs centaines de mètres du village. Mais d'année en année, Akouedo et la décharge ont pris de l'expansion. La collision était inévitable. Akouedo compte aujourd'hui plus de 1000 habitants. La décharge fait partie de leur vie. C'est à la fois un lieu de travail pour les récupérateurs, un terrain de jeu pour les enfants et même un jardin où poussent les légumes. Vous êtes en train de manger du maïs? D'où ça vient ce maïs? Ce maïs, ça vient souvent de la décharge, C'est-à-dire? où on dépose les ordures à l'eau-ville. Vous voulez dire que c'est cultivé là-bas? Oui, monsieur. C'est bien cultivé là-bas. La plupart des maïs qu'on vend dans le village viennent de là-bas. Ça pousse bien? Ça pousse très bien parce que la décharge, la terre est encore bien pour la culture, donc ça pousse très bien. Et quand vous mangez, qu'est-ce que vous ressentez? Rien du tout? Non, on ne ressent rien. Ça ne pose pas de problème. Surtout sur la santé, ça ne pose pas de problème. Tout le monde mange du maïs donc cultivé à la décharge, c'est ça? Oui, oui. Souvent, mais ça va en ville et on en vend aussi là-bas. Bonjour madame. Vous êtes à côté de la décharge, vous le savez? Si, je sais qu'on est à côté de la décharge. Ça ne vous dit rien? Ah, comment on va faire? C'est ici on habite, c'est ici on a trouvé maison. Les mouches qui quittent à la décharge viennent se poser ici, vous le savez? Si, on sait qu'il y a plein de mouches. On les chasse, on paye des mousticots pour allumer à côté des choses. Eh ben, vous aurez pu couvrir ces poissons que vous vendez. Vous ne couvrez pas, alors les mouches se posent là-dessus? On ne peut pas les couvrir parce que quand ils les couvrent, les clients ne voient pas ça. On les laisse disposer comme ça avant que les clients savent qu'il y a des poissons ici. Vous vous en foutez de la décharge? Ah ça? On s'en fout de... C'est pas ça, hein? Je ne sais pas comment je vais dire. Hein? On est habitué. On est ici longtemps. On est habitué. Mais est-ce que la cohabitation avec toutes ces ordures a des conséquences sur la santé des villageois? Une décharge au sein même du village, ça n'arrange pas les villageois parce que ici on a des cas de diarrhée parce que les enfants vont à la décharge pour se nourrir et ils viennent avec des infections digestives et il y a les problèmes aussi de peau parce que l'eau déjà est polluée. Sinon quelquefois aussi on a des blessés de la décharge qu'on envoie ici et qu'on les traite, même des morts. Souvent les enfants, comme la décharge est beaucoup haute, on ne les voit pas, la machine met la décharge sur eux, on ne les voit pas. Maintenant, c'est au cours des travaux qu'on découvre ces corps-là. Notre journaliste est ensuite allé voir le chef du village pour recueillir ses commentaires.
Au niveau d'Aquedo, nous avons les odeurs pestilentielles qui gênent beaucoup ce village. Ne parlons pas de moustiques, la fièvre, le paludisme. Les problèmes posés par les décharges sont vraiment nombreux. Cette décharge reçoit pratiquement tout. Quelquefois des avortons dans des cartons, des morts qu'on nous envoie dans cette décharge-là. À une heure indue, il y a un véhicule qui vient et qui déverse les restes humains. La collecte et le transport des ordures ménagères d'Abidjan a été confiée à la société H International. La direction rejette toute responsabilité quant aux restes humains qui se retrouvent à la décharge d'Aquedo. Pour tout ce qui est biomédical, actuellement, il y a un problème important à Abidjan, c'est que l'ensemble des CHU de la ville ne disposent pas ou disposent depuis très peu de temps d'incinérateurs en état de marche. Si l'incinérateur du CHU du Haut-Pougon est en panne et que les gens qui enlèvent certains éléments biomédicaux du CHU du Haut-Pougon viennent le déverser sur la décharge et où malheureusement dans nos propres camions on retrouve, vous l'avez dit tout à l'heure, des restes humains parce que c'est mis dans des sacs poubelles ou dans des contenants dont nous ne vérifions pas, malheureusement, on ne peut pas le faire, on ne va pas ouvrir chaque sac avant de le mettre dans le camion. C'est pas comme une valise qu'on va monter dans un avion qu'on vérifie. Donc il est évident que dans certains cas, au-delà de ce que vous avez pu citer, il y a aussi d'autres problèmes, seringues, etc. Et dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez le problème que ça peut poser. Nous demandons tout simplement que la société s'occupe des populations d'Aquedo, c'est-à-dire au niveau du traitement, que notre petit dispensaire soit, équipé. Et nous, on a mis le dispensaire, on a mis les médecins à disposition. Maintenant, au niveau de la gestion quotidienne, si les villageois ont des besoins exprimés, ils peuvent toujours les exprimer. Nous, on est là pour répondre. Après 30 ans, Aquedo en a assez d'être la poubelle d'Abidjan. Les villageois souhaitent que toutes ces ordures soient déplacées vers un nouveau site pour pouvoir enfin respirer un peu. Est-ce que vous avez un espoir quant au déplacement de cette décharge? Moi, en tant que chef du village, j'ai mené maintes démarches. Et au départ, on m'a dit, en 1995, le transfert se fera. Nous sommes aujourd'hui en 1998. On nous parle de 99. D'aucuns parlent de l'an 2000. Les plusieurs dizaines de millions de tonnes d'ordures ménagères qui sont maintenant en différentes strates sur le site d'Aquedo, ils sont pour l'éternité. Tout ce qui pourrait être fait dans le futur, si les moyens sont mis à disposition, c'est de caper la décharge, de la recouvrir, de la traiter avec un environnement végétal pour en faire un sanctuaire. Mais elle ne quittera jamais le lieu et toutes les biomasses, les biogaz qui sont dedans, ils sont là pour longtemps. Aquedo est pour l'éternité avec sa décharge. Qu'est-ce que tu fais? Mais je vais jeter mon troyon. Mais non, mets ça là-dedans. C'est mon bac à compost. Tiens, tu ne sais pas que pour faire du jardinage biologique, il faut de l'engrais organique. Et on obtient cet engrais en recyclant nos déchets. Pas vrai, Bob? Exactement. Je confirme point par point. Espèce de baobab farfelu. Tu vas pas me dire que tu mets de l'engrais organique pour faire pousser tes petites racines? Eh bien si, je passe mon temps à recycler mes propres déchets. Dès qu'une de mes feuilles meurt, je la jette à mes pieds. Je la transforme en compost et je m'en nourris. Grâce à ce régime naturel et végétarien, je suis en pleine santé. Waouh! Prenez-en de la graine.
À Abidjan, beaucoup n'ont qu'une idée, la fin de semaine arrivant, c'est de retourner dès qu'ils le peuvent vers la nature. Heureusement, il suffit de faire 100 km vers l'ouest sur la route côtière pour atteindre le parc national d'Azani. C'est là que nous rencontrons l'un des personnages les plus importants de la région, un garde forestier du parc d'Azani, le commandant Akoy. Le parc d'Azani abrite une faune assez variée. D'ailleurs, on le dit souvent qu'il constitue le dernier refuge des animaux de Basse-Côte d'Ivoire. En effet, quand on observe la configuration du parc, le parc est situé entre la lagune, entre l'océan Atlantique et au sud, et au nord, nous avons les plantations industrielles de palmiers et de véas, de telle sorte que les animaux se trouvent un peu coincés. Donc les animaux ont en face d'eux l'avancée rapide des plantations de véas et de palmiers à huile, et derrière eux la mer. Donc c'est vraiment le dernier refuge pour la faune. Le parc d'Azani est en effet une sorte de forteresse pour les animaux. Ici, l'eau et la terre se mélangent pour former un dédale inextricable d'îles, de canaux et de marais qui rendent impossible la pénétration des automobiles et très difficile celle des piétons. C'est donc en bateau qu'on contourne la réserve par le sud, en empruntant le canal d'Azani creusé pour faire communiquer Abidjan et la lagune Ébrié avec l'embouchure du fleuve Bandama à l'ouest du parc. Le canal est une véritable frontière. Au sud, ce ne sont que des plantations de cocotiers, autre richesse de la Côte d'Ivoire. Sur la rive nord, côté réserve, ce sont les palétuviers, arbres sauvages qui peuplent les marais salés. Après plusieurs kilomètres de navigation, on arrive au bout du canal à la rencontre du fleuve Bandama. Au milieu des jacinthes flottantes qui envahissent les eaux de moins en moins salées, nous finissons de contourner le parc en remontant le cours de la rivière vers le nord. Dans une île du fleuve, nous faisons une découverte. Ici, nous sommes à l'île aux singes, aux chimpanzés. Alors, c'est une petite île sur laquelle on a mis des chimpanzés. En fait, ce ne sont pas des chimpanzés qui viennent du parc. Ce sont des chimpanzés qui ont servi dans des laboratoires de recherche. Et il y a une ONG qui s'occupe de relâcher les animaux qui sont, n'est-ce pas, en captivité. Et donc, elle a amené ces chimpanzés ici pour qu'on puisse les introduire dans le parc. Et donc, ces animaux-là ont vécu presque en captivité et c'est difficile pour eux de se débrouiller dans la nature parce qu'ils ne peuvent pas résister à la défense du territoire avec les chimpanzés sauvages. Pour le moment, ils sont au nombre de 3. Sinon, quand ils étaient venus, ils étaient au nombre de 9. Il y a beaucoup qui sont morts. Maintenant, il reste 3. On leur apporte toujours de la pointe alimentaire, on leur apporte des ananas, on leur apporte de la banane douce et du pain pour qu'ils puissent manger. En quittant l'île aux singes, nous partons à la découverte des animaux vraiment sauvages du parc d'Azani. Abandonnant le bateau à l'embarcadère, nous suivons les forestiers vers un point de vue d'où, disait la documentation fournie par la direction des parcs nationaux, nous devions rencontrer les grandes bêtes de la forêt. Ce mirador a été construit pour permettre aux touristes, n'est-ce pas, de venir s'y installer à des heures assez précises pour essayer de voir les animaux. Mais nous ne garantissons pas que chaque touriste qui rentre dans le parc verra un éléphant, verra un buffle avant de sortir. Nous préférons dire aux touristes que si vous avez de la chance, vous pourriez voir les animaux tels que les buffles, les éléphants et autres. C'est du ciel qu'on comprend pourquoi il faut vraiment énormément de chance pour voir un animal. Les arbres sont si serrés qu'il faut même tomber dessus nez à nez. Et quand ce n'est pas la forêt, ce sont les marécages. Pourtant, en fin de journée,
il y avait quelques buffles au milieu d'un étang, loin, très loin de la vue des touristes. Comme refuge pour les animaux, Azani est une grande réussite. Mais le parc les cache tellement bien que cela compromet sa vocation touristique. Un rapide coup d'œil aux installations délabrées prouve que le succès commercial du campement n'est pas au rendez-vous. Reste pour les rares touristes à contempler de loin le magnifique paysage et à écouter les bruits de la forêt. Pourtant, certains savent y trouver les animaux. Ce sont les braconniers. À l'aube du jour suivant, c'est à la chasse aux chasseurs que nous convie un autre garde forestier, le lieutenant Barry. 1, 2. Vous allez voir vos armes, vous approvisionnez les armes. Je crois que les masses 36, vous devez avoir au moins 5 cartouches. Disons 5 cartouches. Bon, là, fait ça. Toi, je crois que ce matin, on est 10. Bon, là, tu devais avoir 30, tu devais en principe avoir 32. Je ne sais pas combien tu as fait ce matin. Comme en face de moi, il me dit c'est bon. La patrouille s'enfonce dans la forêt, armes chargées, prête aux mauvaises rencontres. Les agents des eaux et forêts, ils sont là pour traquer les braconniers. Et le braconnier, ce qui est sûr, il est convaincu qu'en rentrant dans le parc pour exercer la chasse, il sait qu'il est en infraction. Au cas où il est pris, c'est comme un voleur qui serait pris, il est prêt à se défendre. C'est dangereux parce que ça fait 2 équipes là. Le braconnier, il a un fusil, il l'utilise pour abattre l'animal, mais il est prêt à en faire usage lorsqu'il sent sa vie menacée. Parce qu'en fait, les agents des eaux et forêts, ils sont là pour traquer les braconniers. Ah, mais putain, mais c'est quoi ça? Et voilà. Lieutenant, Lieutenant. on a découvert une douille. Bon. Sans douille, ça doit être le braconnier ou bien. Je sais pas. C'est peut-être des braconniers. Il y a plein. Il y a plein de semaines. Même s'ils font un peu de cinéma devant la caméra, les gardes forestiers ne vivent pas moins parfois des situations dangereuses. Il y a déjà eu plusieurs morts et on comprend que les gardes prennent certaines précautions. Regarde, c'est rien, c'est un bois sec. C'est sûrement un singe. La piste forestière se termine encore une fois dans un marais. C'est en pirogue que la patrouille poursuit ses recherches. Dans un endroit pareil, il est aussi difficile à une patrouille de rencontrer un braconnier qu'à un touriste de voir un éléphant. D'ailleurs, le lieutenant Barry ne croit guère à l'arrêt total du braconnage. Vous savez, on ne peut pas tout ce qui est interdit, on ne peut pas l'arrêter, comment on appelle ça, complètement. On peut à la rigueur peut-être diminuer le braconnage. Nos populations riveraines, même, ils vivent de la viande de chasse. On prend par exemple ici, comment on appelle la population riveraine. Combien de paysans, par exemple, se rendraient au marché pour payer de la viande de brousse ou bien pour tuer peut-être son comment on appelle ça,
son mouton ou bien son poulet, tout ça. Donc actuellement, nous sommes au stade de diminuer le braconnage. Comment, en faisant quoi? C'est très simple. Mission fréquente dans le parc et puis passer par la sensibilisation de la population riveraine. À la sortie du parc, il y a les champs des paysans. Là, en bordure de la forêt interdite, ils cultivent du manioc, de l'igname, du café, du maïs et quelques papayers. Rien à voir avec les cultures industrielles qui menacent la forêt. Juste quelques paysans qui vivent à proximité du sanctuaire des animaux. Dans ce village de pêcheurs et de planteurs, on ne veut pas dire que tout le monde se réjouit d'habiter à côté de la réserve. Le chef de village nous a raconté que les paysans ont donné beaucoup de leurs terres au parc lors de sa création. Nous avons donné nos plantations parce que nous étions obligés de quitter là où il y avait nos plantations. Dans le parc, il y avait des plantations qui existaient de café, de cacao. Et ces gens-là sont obligés de quitter. Et ils sont partis ailleurs. Il y a d'autres qui n'ont plus de parents, qui sont dans le village actuellement, qui sont obligés de travailler chez leurs amis pour pouvoir survivre. Donc ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ce sacrifice n'a pas été récompensé comme il faut. Et ce village devait bénéficier, ceux qui ont accepté de donner de contribuer au développement de ce parc. Je peux dire au développement de ce parc, la récompensation de ce parc. Ont perdu presque tout et ils n'ont pas pu réaliser quelque chose. Difficile dans ces conditions de penser que les paysans voient le parc comme un bienfait. Pour eux, les bêtes sont plus un gibier à chasser qu'un trésor mondial à préserver. Au contraire, c'est le manioc qu'il faut protéger, car c'est le seul moyen de trouver du travail au village. Sinon, le seul choix, c'est l'exil ou le braconnage. On peut créer des plantations de commun pour donner les jeunes à embaucher ces jeunes à travailler dans ces plantations. Si ces populations, ils ont quelque chose pour se survivre, ils n'ont pas besoin de rentrer pour chercher les animaux et pour se faire pour être braconnier. Donc je crois qu'aucun ne veut être braconnier, mais il est obligé de l'être parce qu'il n'a rien à manger. Longtemps, on a défriché, brûlé, abîmé la nature pour privilégier l'agriculture. Puis, en cherchant à protéger l'environnement, on a exclu le paysan, considéré comme un indésirable. Aujourd'hui, les parcs nationaux d'Afrique, surtout dans les pays anglophones, cherchent à associer les riverains à la gestion de la flore et de la faune. Pourquoi pas à Azani? Dis Juliette, c'est sérieux cette histoire de régime végétarien? Parfaitement. D'autant plus que la viande, c'est vraiment pas bon pour mon karma. Ton karma? Oui, pour ma prochaine vie, si tu préfères. Et si j'étais réincarné en un boulet d'élevage industriel? Mais tu imagines? On peut pas prendre ce risque, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire entièrement vraie. C'était une fontaine merveilleuse. C'était une fontaine merveilleuse. C'était une fontaine merveilleuse. C'était une fontaine merveilleuse. Une petite source aux vertus incommensurables. Elle avait un goût incomparable. Une saveur exquise qu'on ne retrouve plus ailleurs sur toute la terre. Les gens venaient des quatre coins de l'horizon boire à la source de la fontaine merveilleuse. Histoire, raconte. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la saison sèche, lorsque le soleil avalait les eaux, les étangs, les rivières, les fleuves et même les océans,
la petite fontaine merveilleuse demeurait toujours fraîche et débordait même de son cadre pour arroser la terre aride de ses environs, sur lesquels il y avait de grands arbres feuillus qui la protégeaient contre le soleil, qui la protégeaient contre la poussière colportée par le vent. Histoire. Raconte. De jour comme de nuit, d'année en année, la petite fontaine merveilleuse ne cessait de recevoir de la foule qui grandissait, grandissait, grandissait. Et qui venait de partout. Qui venait de partout. La plupart avaient choisi de s'installer sur les abords de la petite fontaine pour être plus proche de l'eau. Alors, commença la bêtise des hommes. Jigidija, 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 jigidija. Des habits déchirés dans la fontaine, des chaussettes trouées dans la fontaine, des chaussures déchirées dans la fontaine, dans la fontaine, des boîtes de conserve dans la fontaine, dans la fontaine, même calebasse usée dans la fontaine, chemise usée dans la fontaine, même les sandalettes dans la fontaine, dans la fontaine, des déchets dans la fontaine, des tas d'ordures dans la fontaine, même mamite usée dans la fontaine. Résultat, dans le cuit, sur le bleu, 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 dans le lait, sur le bleu, 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 dans le cuit, un coup bakou, 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 un coup bakou. Histoire. Raconte. La petite fontaine merveilleuse avait perdu de son éclat. Elle avait perdu de son goût. Et depuis ce jour, tous ceux qui en buvaient tombaient malades et mouraient. Voilà ce que les hommes ont fait de ce don de la nature. Et pourtant, c'était une fontaine merveilleuse. 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 Ah, c'est terrible ce pouvoir des hommes sur la nature. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est le pouvoir des femmes sur les hommes. Tiens, c'est fini l'épisode végétarien. Mais voyons Armand, hein? Tu ne sais pas que la croûte de poulet est le meilleur engrais qui existe, hein? Et les autres poulets, il paraît que c'est pas mal non plus. Ah non, hein? Si tu touches à un seul cheveu de la tête de mes poulets, je te traîne en justice. Affaire numéro 2. La citoyenne Salimata comparaissant pour une destruction volontaire de verger. Les chèvres ont saccagé la pépinière de l'honorable député Médard. C'était pour venger le mal qu'il nous fait. Qui t'a dit de le faire? C'est moi-même. Je te condamne. Je te condamne. Je te condamne. Mais ce Médard, je le croyais en prison. Avec l'histoire des déchets toxiques, la police l'avait arrêté. Comment il peut être libre encore et recommencer ses bêtises? Tu oublies le pouvoir de l'argent. Non seulement Médard a été libéré et innocenté par le juge, mais il a réussi à se faire élire député. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Je vais t'expliquer. Dans son village, Médard est propriétaire terrien. Il possède une forêt qui est restée intacte jusqu'à ce jour. Il s'en est vraiment jamais occupé, mais cette forêt apporte beaucoup de bienfaits aux villageois. Ils vont y cueillir par exemple les feuilles médicinales, ils vont y cueillir aussi des fruits sauvages et ils récoltent du miel. Ils vont aussi dans cette forêt pour ramasser du bois mort et attraper du gibier et du poisson. Mais toutes ces richesses profitent aussi à Médard, hein, car tous les villageois lui offrent toujours la moitié de leur cueillette. Mais ça ne lui suffit pas, ça ne l'intéresse même pas du tout. Tout ce qui plaît à Médard, c'est de couper les grands arbres de cette forêt. Et il a osé le faire? En tout cas, il a essayé. C'était hier que les bûcherons sont arrivés dans cette forêt.
Ce fut une fameuse débandade. Mais le lendemain, ils sont revenus avec de l'insecticide. Et ils ont pulvérisé leur poison sur les ruches pour massacrer tous les essaims. Alors, tout est perdu. Ne t'inquiète pas, mon fils. Heureusement, la nature sait encore se défendre. Cette fois-ci, les hommes de Médard sont tombés sur des centaines de serpents qui les ont obligés à rebrousser chemin. Mais malgré ces contretemps, Médard ne renoncerait pas pour longtemps. Il est du genre capable d'aller jusqu'au bout de ses idées, d'utiliser tous les moyens possibles pour couper cette forêt. Voilà pourquoi les villageois ont fait appel à moi. Il a tout empoisonné. Mes abeilles sont exterminées. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Mais je vais le faire payer. Ce qui est sûr, il le regrettera. Il le regrettera. Ça ne sert à rien de parler de vengeance. Aucune vengeance n'empêchera Médard de détruire cette forêt. Au contraire, si vous vous attaquez à lui, il coupera tous les arbres en représailles contre vous. C'est ce que nous allons voir. Bon, alors que proposes-tu? Il faut faire appel au grand maître Babalao. Mais qui est ce grand Babalao? C'est le plus grand mystique de la savane et des forêts. Il a des pouvoirs étendus et une sagesse infinie. C'est lui qui m'a initié. Chaque année, il organise un grand jugement au cours duquel il règle toutes les affaires compliquées concernant la terre, l'eau, le vent. Mais le grand problème, c'est que Médard ne va jamais accepter comparaître devant ce grand juge. Le veuille ou non, il comparaîtra. Parce que tu partiras tout de suite me chercher Gogo, le gardien de Babalao. Tu n'as pas besoin de lui donner d'explications. Il comprendra. Remets-lui ceci. Pars, nous t'attendons. Moi, je n'ai aucune confiance en votre grand juge. Médard a déjà magouillé avec tous les juges de la capitale. Et il est bien capable de corrompre votre Babalao de la même manière. D'ailleurs, moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, mais ne fais pas ça. Attends, tu vas le regretter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se venger de Médard à cause de ses abeilles. Destruction contre destruction, vengeance contre vengeance, ça n'aboutit à rien. Ou bien, moi. Sors d'ici, sors d'ici. Bataille, c'est Gogo. C'est Gogo, c'est lui le gardien de Babalao. Victor Bapic, je porte plainte contre cette criminelle pour violation de domicile, action terroriste, dégradation de verger. Touche-moi encore, tu vas voir. Amène-la. Convocation des plaignants ce soir à 20h à la clairière du grand jugement. Si serré. Si serré. Papa, vous êtes sûr que votre grand maître va juger correctement cette affaire? Babalao n'est pas une personne dont on peut prévoir les actes et paroles. Si tu t'attends à une chose, c'est le contraire qui se produira. Et si je ne m'attends à rien? Tu seras quand même surpris. La seule chose certaine, c'est que durant ce jugement, il te faudra rester totalement impassible. Si tu prononces un seul mot, tant pis pour toi. En route.
numéro 1. Yaovi Gomez Pereira, comparaissant pour avoir abattu un Nîmes. Il en a tiré un seul sac de charbon de bois qui lui a rapporté à peine 1000 francs. 1200. Salva! Oh! Laisse-le parler. Quand une chèvre est présente, on ne doit pas bêler à sa place. Pourquoi ris-tu? Je te considère comme le plus grand des criminels. Maître, je n'ai rien fait de grave. Menteur, tu es un meurtrier de la pire espèce. Maître, pardon, ne vous moquez pas de moi. Sois maudit. Tu as égorgé ta mère pendant qu'elle te donnait le sein. Maître, c'est un malentendu. On vous a mal renseigné. Silence! Effronté! Je vous jure, maître, ma vieille est encore en vie. Elle te nourrissait et tu l'as tuée pour boire plus de lait. Et les seins de la pauvre vieille morte se sont desséchés à jamais. Maître, ma pauvre vieille est vivante. Je suis innocent. Sache que tu es un enfant de la nature, comme tous les autres êtres vivants. C'est elle qui te donne à manger. Mais en abattant ce mime, tu as mordu le sein de celle qui te nourrit. Sache qu'il ne faut pas détruire le lendemain pour profiter du jour présent. J'ai tout dit. Qu'il s'en aille. Maître, vous faites une erreur. Il recommencera. Tu te trompes. Un homme stupide peut employer sa main droite pour couper sa main gauche. Mais la main qui lui reste ne peut pas se couper elle-même. Cet homme, dans moins d'une heure, en rentrant chez lui, il trouvera sa vieille mère agonisante. Le seul remède qui puisse la guérir, c'est l'écorce d'une Nîmes. En soignant sa mère, il comprendra. Baba! Baba Numéro 2. La citoyenne Salimata comparaissant pour une destruction volontaire de verger. On me dit que tes chèvres ont saccagé la pépinière de l'honorable député Médard. C'était pour venger le mal qu'il nous fait. Quel mal? Ces arbres ne t'ont rien fait. Tes animaux ont mangé des bougainvilliers et 10 caïcédras. Je te condamne à en replanter 100. Maître, je ne suis qu'une pauvre femme. Comment vais-je payer les plants de 100 arbres comme ceux-là? Si la sentence n'est pas exécutée dans 10 jours, tes chèvres mourront une à une. Maître, je n'ai pas d'argent. Pitié, maître. Tant pis pour toi. Il fallait réfléchir avant d'envoyer tes chèvres. D'ailleurs, qui t'a dit de le faire? C'est moi-même. Baba Oulou? C'est donc toi? Tu es un felon, un relégat, un traître à la race des initiés. Je te condamne à servir l'honorable Médard dans toutes les tâches qu'il va entreprendre. La séance est levée. J'ai tout dit. Baba! Baba lao, Maître, je connais votre humilité légendaire, mais je vous supplie d'accepter ce petit cadeau en l'honneur de la sainte justice que vous rendez. Augmente de 20 000. Grand maître, je ne comprends rien à votre jugement.
Vous faites 2 poids 2 mesures. C'est vrai. Tu as vu juste. C'est exactement comme tu le dis. Sache que pour conduire 100 bœufs, il ne faut qu'un bâton. Mais pour chaque homme, il me faut un bâton différent. Te voilà renseigné. Maintenant, disparaît. Cent arbres. J'ai dit 100 arbres. Pas un de moins. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. C'est maintenant que commence ton jugement. Le grand jugement. Papa, je suis là. Ah, tout de même. Est-ce que je ne t'avais pas dit de rester tranquille? Pardon, papa, je n'ai pas pu m'empêcher. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment je peux faire pour sortir? Attends, ne t'énerve pas. Merci, papa. J'ai cru que j'étais déjà mort. Arrête de parler comme ça. Babalao n'est pas un assassin. C'est un juge plein de sagesse. Tu aurais pu le constater, mais tu ne m'as pas écouté. Je n'ai rien compris, papa. Racontez-moi comment ça s'est terminé. Tu vas être surpris. Allons. Médard a été condamné à planter 1 millier d'arbres entre sa villa et la forêt villageoise qu'il devra conserver intacte. Je n'ai pas confiance. Médard ne va rien faire. Il ne plantera aucun arbre. Médard est obligé de planter tous ces arbres. Tu te trompes donc lourdement, mon fils. Il les plante même déjà frénétiquement. Si tu avais suivi mes conseils, tu aurais vu le grand jugement et tu aurais compris que Babalao n'utilise pas que des paroles. Nul n'a le droit de s'accaparer tout seul un don de Dieu qui procure un bienfait à tous pour le prix de ton forfait. Toi, le riche égoïste, tu planteras 1000 arbres. Il ne te reste plus que 3 jours pour accomplir cette tâche. Et pendant ces 3 jours, chaque heure qui passe verra un élément de ta fortune se transformer en ruine. Comme ceci. Oh non! J'ai bien dit chaque heure qui passe. Au bout de ces 3 jours, si tu as achevé de planter ces 1000 arbres, la destruction de tes biens s'arrêtera. Mais si tu ne termines pas la plantation, dès le 4e jour, le reste de ta richesse s'anéantira brusquement. Le grand maître est trop fort. Je pensais que Médard n'aurait jamais obéi. Il est tellement têtu. Et toi-même alors, tu oublies que tu m'as désobéi. De toi ou Médard, qui est le plus têtu? Allez, mes chéris. Allez, on y va, hein. On fait des trucs, on fait plein de contrats, hein. Il faut faire de l'engrais à maman. Allez, on y va. Hein. Ouais. Regarde. T'as vu tous les poulets? Ils sont beaux, hein? Bonsoir. Je suis Bat Mombi. Comment obtenir ce gros poisson à partir du porc? Suivez-moi attentivement. Vous prenez de la farine de maïs mélangée à de la cendre de cuisine. Vous mettez de l'eau impure dedans. Et ça attire les mouches. Voilà. Et votre plan est sauvé. Et la forêt est protégée. La désertification est sauvée. Il y a des paysans qui s'en occupent. Personne n'ose entrer. L'environnement, sauvé. Vous avez un gros poisson comme ça. Si vous ne me croyez pas, regardez. La chauve-souris vous dit bonsoir. Bonsoir.